est tous un peu inquiets de ce qui se passe un peu dans le monde, et au fond de nous, on a tous un peu de l'angoisse, de l'inquiétude de perdre ce qu'on a, en fait. Et bien, si l'on regarde un peu plus près des chiffres, et bien, on se rend compte qu'au final, et bien, tout va bien. Tout investissiez dans n'importe quel domaine, à l'exception du côté immobilier, et encore, c'est pas la grosse casse pour l'instant, mais c'est quand même une valeur là qui diminue. Mais en dehors de l'immobilier, eh bien, tout cartonne. Et c'est vraiment une différence entre ce qui fait des bonds de géants et ce qui avance moins vite. Mais en général, tout monte. Si l'on prend le cas de l'or, eh bien, on se situe aujourd'hui au week-end de Pâques à 2210 $ l'once et on prévoit même maintenant l'arrivée aux 3000 $. Donc, on dit qu'il est toujours temps d'acheter de l'or si vous n'en avez pas encore, ce qui veut dire que depuis 2000, on se situe à peu près avec un rendement de 7-8% l'an depuis les années 2000. Donc, c'est vraiment bien quand on voit par rapport aux autres investissements. Mais par rapport à ce qui se passe actuellement, eh bien alors, eh bien, il se débrouille comme les autres et il fait des pas de géant. C'est identique aussi pour l'argent qui se situe en général entre 23 et 24 $. Pour les autres, les platinoïdes, c'est un peu plus compliqué cette année. En ce qui concerne le Bitcoin, il est en train de battre un record et d'arriver à son record historique de 69 200. Et si l'on s'en prend aux autres matières premières, comme le pétrole, eh bien le pétrole, il remonte et on prévoit même son arrivée vers les 60, pour l'instant, il est à 80, mais on parle de le voir arriver dans les mois à venir vers 160 ou 320 $, donc à surveiller. Et en plus, eh bien, si l'on va voir du côté des matières agricoles, eh bien, on se rend compte, par exemple, que la tonne de cacao est en train de coûter plus cher que le cuivre. Comme quoi, tout pour l'instant est en train de grimper, d'exploser, et donc que vous ayez investi dans un ou dans l'autre, eh bien, tout le monde est en train de gagner. La petite anecdote dans l'histoire, c'est que si vous avez chat, vous aurez remarqué qu'il a l'instant comme conseil d'investir dans les obligations qui auraient un certain potentiel pour l'avenir. Donc, si vous le sentez et que vous aimez d'aller vers ce type de produit, eh bien, apparemment, les obligations reviendraient également à la mode et seraient également un point de rentabilité pour les prochains mois ou années. Donc, alors, faisons l'état des lieux de la situation dans le monde et commençons par le moteur de l'Europe qui est l'Allemagne. Eh bien, l'Allemagne aura cette année une croissance économique de 0,1 pour ne pas dire 0. Et vous connaissez les raisons de cela. La première, c'est la guerre en Ukraine. Comme vous le savez, l'Allemagne était très dépendante au niveau énergétique de la Russie et depuis le fameux embargo, eh bien, elle se retrouve un peu dans la mouise totale puisqu'elle se retrouve sans matière première dans son propre pays. Deuxièmement, eh bien, elle est fort victime également du problème des exportations chinoises. Évidemment, la Chine ne va pas bien non plus, du coup, il y a moins d'exportation aussi, et du coup, l'Allemagne s'en ressent. Et enfin, eh bien, l'Allemagne est aussi très traditionnaliste et elle a pour principe de ne jamais dépenser au-delà de son budget, et par conséquent, eh bien, tout cela, eh bien, ça se traduit par une croissance économique de à peine 0,1. Quand on voit que le Portugal et l'Espagne, eh bien, sont vraiment des exemples pour l'instant de croissance économique en Europe, eh bien, de quoi dire que parfois le monde tourne à l'envers. Eh bien, venons-en à l'ami de l'Allemagne, la France. Eh bien, la France a battu un record puisqu'elle obtient la médaille d'or puisqu'elle vient de déclarer que l'effet de serre a diminué de moins 4,8% en émissions carbone cette année-ci en France, et si l'on fait la comparaison, eh bien ça équivaut à la baisse du rythme industriel qui est exactement du même chiffre de moins 4,8, ce qui veut dire que la pollution a diminué parce qu'il y a moins d'usines qui fonctionnent. Donc, une preuve de plus que le rythme économique est en train de s'effondrer en France. Bon, que ça ait des répercussions sur l'écologie,
on comprend, mais venir se féliciter de ça, alors qu'au fond, bien, c'est la perte de la croissance économique, la fermeture d'usines ou la moindre activité dans les usines, c'est aussi synonyme de chômage et de perte d'emploi, donc il n'y a pas de quoi se réjouir. La deuxième palme d'or que détient la France en cette fin de mois de mars, à l'approche de Pâques, eh bien, c'est qu'elle a un déficit de 154 milliards. Elle nous fait donc une augmentation de 18 milliards par rapport à 2020. C'est un fameux paquet. Et Moody's, qui est l'agence internationale de la notation, pense que la gestion de la France est calamiteuse depuis plus de 7 ans et elle dit en ces termes qu'elle considère qu'il est carrément improbable que la France réduise son déficit public de 2,7% pour la date fatidique de 2027 et elle ajoute qu'il est tout aussi improbable que la France atteigne les 4,4% de déficit qu'elle s'était mis comme objectif pour 2024. Pourquoi est-ce qu'on en est là? Eh bien, c'est parce que les recettes de l'État sont de plus en plus faibles et risquent d'être encore de plus en plus faibles avec la crise et la récession, etc. Et deuxièmement, eh bien, parce que les dépenses, eh bien, elles augmentent et de manière astronomique. Conséquence, eh bien, vous l'avez compris, la France se rapproche de la faillite étatique et passerions-nous bientôt d'un État-providence à un État-protecteur? Eh bien, il n'y a rien d'impossible, ce qui veut dire que on quitterait le fameux système de la politique de la gratuité et les charges de chômage qui sont onéreuses, eh bien, risquent à long terme eh bien, d'être revues et d'avoir moins d'aide de l'État puisque celle-ci n'aurait plus les moyens d'offrir de la gratuité à son peuple. Passons au grand des grands qui est les États-Unis. Eh bien, les États-Unis sont pas sans reste puisque c'est les plus endettés quasiment au monde avec 34 000 milliards de dollars. On ne sait même plus à quoi ça correspond tellement c'est énorme et on ne sait pas comment ça tient encore. Jusqu'à présent, ben, personne n'a l'air de s'inquiéter. Tout le monde a l'air de dire oh non, ça va, c'est très bien. Mais petit changement, Larry Fink, qui est le patron de BlackRock, a pour la première fois dit que de tels montants eh bien, étaient tout à fait inadmissible. Peut-être que cette fois, eh bien, ces paroles ne seront pas tombées dans l'oreille d'un sourd et que cette fois, on en prendra peut-être un peu plus conscience, officiellement, je vais dire. Ça avait en tout cas été le cas lorsque celui-ci s'était exprimé au sujet de la France. La France avait quand même été un peu plus attentive par la suite. Quelle est la cause de la situation des États-Unis? Eh bien, ce qu'on invoque toujours, c'est le fait qu'on prélève de moins en moins d'impôts, qu'il y a eu évidemment la relance post-Covid et Covid, et aussi les fameux plans de sauvetage. Alors, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence à long terme sur les États-Unis? C'est qu'aux États-Unis, les taux d'intérêt à long terme, ils vont continuer à augmenter et qu'il risque d'y avoir à la longue de plus en plus de gens qui vont être méfiants vis-à-vis du dollar. Donc, il faut toujours surveiller la situation vis-à-vis du dollar. Alors aux États-Unis, bien si avec les États-Unis qui étaient endettés, ce serait pas mal, mais on remarque également que les ménages aux États-Unis, n'ont jamais été aussi endettés que maintenant. Il y a 50% de plus de gens qui utilisent des cartes de crédit, etc. et par rapport à 2020, et les taux de défaut de remboursement s'élèvent à 13%. En ce qui concerne les entreprises, elles sont fortement endettées aux États-Unis et on découvre les records de faillite. Chaque mois, il y en a de plus en plus et on arrive à des records jamais atteints. Alors, si on en arrive aux paroles de Powell, Powell dit que l'inflation va en dents de scie, que parfois ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, mais que ça n'est pas régulier et que c'est normal. Ils avaient annoncé l'année passée qu'il y aurait une baisse de l'inflation en 10
en 10 points, eh bien, ils sont en train de revoir cette évaluation-là et de nous prédire qu'en 2024, il y aura à peine 3 voire 2 révisions de taux cette année. Alors, venons-en au Japon, au soleil levant. Eh bien, le Japon était le dernier pays dans le monde à avoir des taux encore négatifs. C'était le résultat de leur situation qui remonte aux années 1990 où ils ont fait face à une très grande déflation. Eh bien voilà, c'est chose faite. Le dernier pays du monde a quitté les taux négatifs et se retrouve désormais en positif, même si leurs taux restent les plus bas au monde. Conséquence, eh bien, le différentiel est extrêmement haut entre le yen et le dollar. Il s'élève à 150 et le Nikkei est repassé à la hausse suite à cette nouvelle en ce 19 mars 2024. Alors, venons-en à notre sujet du jour, la récession. Bien, la récession, je vous en ai déjà parlé, je vous renvoie à des vidéos précédentes si vous ne savez pas ce que c'est. Il y a des critères économiques qui permettent de déterminer si on est en récession ou pas. Dans le monde de tous les jours, eh bien, la récession elle se caractérise par une diminution des revenus du ménage et une augmentation de la pression fiscale. Alors, il y a deux types de récession. Il y a la récession déflationniste et la récession inflationniste. Et j'ai trouvé un article très intéressant, c'est pour ça que je vous en fais un résumé ici, sur ce sujet qui est invoqué par Charles Gave. La récession déflationniste, eh bien, c'est une récession que l'on va soulager. Comment? En faisant diminuer l'inflation et pour ce faire, eh bien, les banques centrales baissent leurs taux, ce qui soulage les débiteurs et à long terme fait diminuer l'inflation et du coup, comme l'inflation est source de récession, eh bien, à la longue, eh bien, ça se régularise, et ça se solutionne dans le temps. Pas évidemment 3 jours après comme on le pense, en général, il faut 1 an ou 2 pour que les solutions qui étaient évoquées soient perceptibles pour tous. Il y a un deuxième type de récession et c'est celui sur lequel Charles Gave s'intéresse plus particulièrement, c'est la récession inflationniste qui est moins courant mais qui n'est pas exceptionnelle du tout. Ça se passe comment? Eh bien, ça se passe souvent parce que le prix du pétrole augmente, parce que l'offre est inférieure à la demande. Du coup, bien, qu'est-ce qui se passe? Bien, dans les États, le déficit augmente, les capitaux, bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à fuir le pays en masse. La monnaie va diminuer et les taux d'intérêt vont augmenter, ainsi que les marchés obligataires qui vont aller à la baisse. Et pour ça, eh bien, il nous fait une petite démonstration en partant de la comparaison entre le prix du pétrole et le prix du détail, c'est-à-dire de tout ce qui est alimentaire, etc. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, c'est que quand le pétrole augmente, le prix de l'alimentation du détail augmente également. Et de ce fait, eh bien, les banques centrales vont également suivre le mouvement et augmenter. Si nous regardons les graphiques que je vous ai mis 6 juin, eh bien, vous remarquez que l'analyse remonte à 1950 et que apparemment, ça se passe, comme beaucoup de fois dans l'économie, par des cycles, et ici par des cycles de 25 ans. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, que c'est que tous les 25 ans, il y a chaque fois une récession, et on remarque à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le prix du pétrole augmente très rapidement sur du court terme, puis il se stabilise, et au bout de 25 ans, de nouveau, il y a un pic à nouveau à la montée, très rapide, ça se stabilise et puis ça repart pour 25 ans. Ce sont les cycles de 25 ans du système pétrolier. Et ça correspond plus ou moins à une inflation de 10%. Ce qui veut dire que si on suit ce raisonnement qui est de manière indélébile depuis 1950, ça voudrait dire que si notre pétrole est pour l'instant à 80, eh bien dans les années 2025-2026, eh bien, on devrait passer vers 160 voire 320 $. Et ce problème de récession inflationniste, eh bien,
on se réfère toujours à la théorie de Keynes qui dit, eh bien, quand on se retrouve dans récession, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut que la population consomment le plus possible. Donc, qu'est-ce que les États font? Ils distribuent de l'argent, ils donnent des subsides, ils donnent des avantages, ils donnent des allocations de chômage plus élevées, on augmente les trucs pour permettre aux gens de consommer davantage. Et comme les gens n'ont plus beaucoup d'argent et que le revenu diminue et n'est pas suffisant assez que pour relancer la machine, et très souvent, c'est les États qui vont pallier en achetant pour compenser ce que leur population n'achète pas. Et lorsqu'on se retrouve dans une situation comme je viens de vous parler de la France ou des États-Unis qui est au bord de la faillite, comment vont-ils faire pour dépenser, pour compenser cette situation? Eh bien, on se le demande aussi. Personne n'a la solution, bien évidemment. Bien, ça serait simple. Mais Charles Gave termine son exposé en disant que finalement, bien pour les optimistes, si on prend le cas de la France, eh bien la France deviendrait l'Argentine. Et pour ceux qui sont le plus pessimistes d'entre nous, eh bien, la France serait comparée au Liban. De quoi nous donner de bons espoirs pour l'avenir. J'ai été un peu faire le tour des médias américains et c'est un peu étonnant de voir parfois l'angle dans lequel les populations d'un continent à l'autre ont leur intérêt porté. En Europe, on est très attiré pour l'instant par tout ce qui se passe en Ukraine. Et on a peut-être bien raison d'ailleurs, mais du côté américain, eh bien, ils ont une autre vision de vie qui nous permet peut-être de sortir un peu notre nez de notre caca et de voir de manière un peu plus globale. Donc, je vous fais part de ce que j'ai pu découvrir de ce côté-là, de l'autre côté de l'Atlantique. Bien, du côté de l'Atlantique, les points qui les intéressent le plus, c'est l'Asie et le Moyen-Orient. L'Europe, ça passe complètement sous terre. On n'en parle pas, que ce soit dans les niveaux milieux financiers, comme crainte, ou au niveau des médias internationaux. Alors, le premier pays lequel on parle le plus là-bas, bien évidemment, c'est la Chine. C'est le deuxième pays mondial après les États-Unis, puisqu'ils se considèrent toujours les premiers. Elle est sur le déclin, déjà point de vue population qui régresse. En plus, le pays est endetté. C'était un des pays qui était les moins endettés au monde et maintenant il est de nouveau endetté comme les autres pays, donc il ne fait pas mieux. Et avec des taux d'intérêt qui ne sont pas très stables, ça donne l'impression qu'ils ne gèrent pas trop bien la situation. Parfois ça monte, parfois ça descend, c'est un peu dents de scie, ça a l'air un peu fébrile, volatile. Donc voilà, ils ont une croissance économique qui est en baisse, même si elle est toujours de 5%. On commence à voir des manifestations à l'intérieur du pays, ce qui n'était vraiment pas courant dans un pays comme la Chine. Et on voit une sorte de transhumance des populations qui partent des campagnes pour aller dans les villes. Et une fois qu'ils ont tout quitté, qu'ils vont dans les villes, ils travaillent quelques mois et puis les entreprises font faillite, etc. Et en plus, on peut y ajouter les fameuses crises immobilières de la Chine. Alors, c'est vrai que ce n'est pas la catastrophe comme les États-Unis. Il faut bien dire que c'est une petite crise minimaliste, si on peut dire, mais qui peut avoir un gros impact mondial parce que la Chine, eh bien, c'est celle qui, en tout cas, a une grosse répercussion sur l'économie mondiale. Et on pourrait être amené à se poser la question, sera-t-elle capable de faire face à cette situation et pourra-t-elle arriver à gérer les problèmes auxquels elle est en train de faire face? En plus, la Chine, eh bien, c'est un pays qui, pendant presque 20 ans, nous a habitués à exporter la déflation, c'est-à-dire de nous fabriquer des produits à meilleur prix que ce qu'on faisait chez nous par le passé. Et bien maintenant, avec tout ce qui passe, déjà rien que les importations et les difficultés d'importer dans notre pays par les transports et la logistique, eh bien, font que les prix augmentent. Et évidemment, ça, eh bien, il faut s'y habituer. Ça n'est plus la fameuse déflation de ces 20 dernières années. On remarque aussi, pour la petite histoire, que la Chine continue à acheter de l'or, que sa population fait le même, qu'ils ont tendance, parce que beaucoup ne savent plus acheter à l'intérieur de la Chine de l'or, mais l'achètent à l'extérieur. Donc on a une sorte de commerce ouest-est, point de vue or. Et évidemment, ça a toujours une répercussion sur le prix de l'or, puisque la population est quand même encore assez nombreuse et ce que le pays, la Chine, achète comme quantité d'or, bien soutient le marché de l'or et permet à ce que l'or, évidemment, garde un prix élevé, puisque la demande reste importante grâce à la Chine.
On parle aussi, bien évidemment, quand on parle de Chine, de Taïwan. Et ça, évidemment, vous savez, les Américains, ils suivent de près cette histoire et ils semblent être très intéressés à tout point de vue. Et on verra dans les prochains mois, prochaines années, où cela nous mène, si les États-Unis mettront le grappin dessus ou s'ils laisseront la domination chinoise s'installer à Taïwan. Ça, seul l'avenir nous l'apprendra. Maintenant, le deuxième point qui intéresse bien évidemment les États-Unis, c'est évidemment leurs élections présidentielles. En tout cas, le ressenti qu'on a du côté américain, c'est que les Américains, ça les intéresse pas trop, parce que pour eux, que ce soit Biden ou que ce soit Trump, ça ne changera pas grand-chose aux problèmes de leur pays, selon leur dit. Le seul différence qu'il pourrait y avoir, c'est le style. Et il me racontait également, certains d'entre eux, que pour l'Europe, si c'est Trump qui devient président, eh bien, les tensions seront plus importantes avec l'Union européenne. Et du coup, eh bien, on voit déjà certaines tendances, et c'est vrai qu'ils n'ont pas tort. On voit l'Allemagne, par exemple, déjà rapatrier l'or qu'ils avaient placé dans des coffres aux États-Unis, à mon avis, de crainte que ça soit Trump qui soit au pouvoir et qui peut-être pourrait couper les relations et empêcher les pays européens de récupérer leur dû sur le territoire américain, le Moyen-Orient. Et là-dessus, ils sont très braqués. Même la population, même l'économie, même tout le monde est braqué, Moyen-Orient. Pour eux, c'est là que tout va se jouer. Et c'est là que les cartes du monde vont se rejouer, que les alliances vont être jouées. Ça ne serait pas en Europe. Tant mieux pour nous, mais dans un sens, pauvre population, encore une fois, c'est encore chez eux que ça va frapper. Et sans conteste, on se doute pourquoi, parce que ce sont des pays riches et riches en pétrole, vous l'avez compris. Alors le premier pays qui les intéresse et qui leur fait un peu peur, c'est l'Iran. L'Iran qui est partenaire évidemment de la Russie, qui a évidemment une capacité nucléaire et qui se trouve à proximité de la mer Rouge et qui a tiré récemment des missiles vis-à-vis du Pakistan, de l'Irak, etc. Donc qui montre des dents là-bas. Et l'Iran est un pont important pour le commerce et l'économie et pour et vis-à-vis des conséquences du dollar. Parce que en cas où évidemment il y aurait une grosse crise au Moyen-Orient, eh bien Moyen-Orient est composé également de beaucoup de pays qui font partie des BRICS. Ce qui veut dire que si la situation s'embrasait là-bas, ben ça veut dire que les BRICS sera un peu dans le désarroi total et que dans ce cas-là, ben on n'aura pas d'autre solution si on veut avoir une monnaie alternative, ben de revenir sur le dollar et du coup il y aurait résurgence du dollar et le roi dollar pourrait reprendre des couleurs. Et c'est là qu'il va y avoir une division Est-Ouest qui va se faire entre pays BRICS et pays du G7 et que c'est là que les alliances vont se faire parce que c'est là qu'on va se répartir le gâteau des matières premières. En tout cas, moi, mon ressenti que j'ai eu vis-à-vis des Américains, c'est qu'ils se foutent pas mal de ce qui se passe en Ukraine pour le moment, population et médias, etc. Mais tout se joue au Moyen-Orient. Un grand intérêt avec l'Arabie Saoudite, avec les fameux pétrodollars, du pétrole contre du dollar. Et donc, si l'Arabie Saoudite tourne brique, eh bien évidemment, ça ne va pas arranger les caisses des États-Unis, donc élément de plus, en plus des mers, du commerce, etc. Donc, c'est pour ça que le Moyen-Orient est vraiment le point noir à surveiller, à mon avis, quand on entend ce qui se passe là-bas. Enfin, j'ai bien aimé leur réaction vis-à-vis de nous, Européens. Ça fait parfois bien d'entendre ce qui se passe à l'extérieur sur nous, où ils parlent que nous, eh bien, nous sommes obligés d'avoir recours à des scores écologiques, de nutrition, etc. Et qui disent qu'à cause de ça, eh bien, nous ne savons plus avoir recours à des marchandises à l'extérieur de l'Europe à cause de ça, ou alors qu'on a des mauvais scores et que les prix coûtent plus cher, et que du coup, bien, l'Europe est en train de se fermer sur lui-même, d'avoir un système insulaire pour éviter et de revenir à du commerce local, ce qui pour eux, eh bien, ils invoquent comme une bonne chose pour eux parce que ça leur permet d'augmenter leur gâteau parce que eux, ils n'auraient pas recours à ces fameux procédés de
politique écologique actuelle, qu'on appelle là-bas le Green Deal, mais qui est vraiment minoritaire. Mais ils ont vraiment l'air de se dire que tant mieux qu'on y est, comme ça, ils prennent un gâteau supplémentaire. Voilà, ça c'est pour la petite histoire, mais j'ai bien aimé entendre leur réaction, la manière dont ils expliquaient ça. Au niveau des États, c'est pas terrible. Tous les États, en plus ou en moins, mais tout le monde est dans la marmelade de la faillite financière à court, moyen ou long terme, de manière tout proche ou au bord du trou ou presque au bord du trou. Donc, il faut plus trop compter sur les États. Donc, en tant que particulier, il faut essayer de s'en sortir soi-même, d'être autosuffisant, de ne plus devoir dépendre de l'État et du moins le moins possible, essayer d'être le plus autonome possible, d'avoir assez de réserves financières et de ne pas devoir compter sur une pension ou des trucs, parce qu'un jour ça pourrait mal tourner. Éviter encore d'aller trop dans des assurances, parce que ça aussi ça risque de tomber, d'avoir des avoirs en dehors de vos banques, et si vous avez des choses à entreposer, essayez d'entreposer dans votre pays, mais également à l'étranger, un peu à l'instar des États. Peut-être pas aux États-Unis, puisque les Allemands sont en train de rapatrier, mais bon, il y a d'autres États dans le monde, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. D'avoir de la monnaie autre que celle de votre pays, n'importe laquelle, mais en avoir. Et je terminerai par un côté plus analyse, en disant que finalement, apparemment, soyons optimistes, il n'y aurait pas trop de problèmes avec l'Ukraine, puisqu'apparemment, tout le monde a l'air plutôt centré sur le Moyen-Orient. Dommage pour eux, mais bon, voilà. Donc c'est à suivre aussi, point de vue pétrole et investissement, tout ce qui aurait rapport avec le Moyen-Orient. Évitez aussi d'aller trop en vacances par là pour vous faire prendre en otage. Alors, troisième point, c'est que la Chine ne va pas bien. Les Allemands et les Français non plus. Donc, au final, les gros pays qui détenaient le monde et qui étaient les moteurs du monde, ce sont ceux qui souffrent le plus et qui sont en train de tourner de manière enrayée. Donc, c'est ces pays-là qu'il faudrait plutôt éviter. Et enfin, je dirais, ceux qui veulent encore investir dans l'or, c'est encore possible, puisqu'on pense que ça va exploser. Attention pour le pétrole, donc si vous investissez dans le pétrole, très bien, mais attention, si vous avez des cuves à mazout, ça va coûter cher. Si on s'en tient à ce que Charles Gave nous a dit, les États-Unis dépensent quasiment 10 fois plus que la Russie actuellement comme budget militaire, et plus que tous les États européens mis ensemble, finalement pour des guerres où ils n'ont pas déclaré la guerre. Et si on fait un peu l'analyse historique du passé de 1914, 1945, le Vietnam ou la Corée, le même système s'est produit. À chaque fois, dans des pays où ils n'étaient pas partenaires à un conflit en guerre, où en général, ce n'était pas eux qui avaient déclaré la guerre et on ne leur avait pas déclaré la guerre, qu'ils dépensent autant d'argent. Ça me rappelle ma grand-mère qui me disait toujours, dans un jargon dialectique, que les États-Unis venaient toujours pour ramasser la crème. Voilà, je ne vais pas le dire en dialecte, mais c'était comme ça en français. Ils venaient toujours pour ramasser la crème après que les autres se soient fait tuer. C'est peut-être ça. Peut-être avait-elle bien compris ce qui se passait à l'époque. Et ça, c'est la première réflexion que je me suis faite. Donc, ça laisserait supposer qu'on est quand même de nouveau dans le même système qu'à l'approche à chaque fois d'une guerre. Quand on fait la guerre, eh bien, ce n'est pas toujours celui qui a perdu la guerre qui a payé le plus lourd tribut. Parfois, c'est celui qui gagne la guerre, eh bien, qui a perdu le plus au niveau homme, financier, même parfois au niveau reconnaissance, au niveau des autres pays et au niveau de sa valeur et des sources de son pays. Donc, c'est aussi parfois réfléchir que parfois la guerre, même quand on est victorieux, eh bien, parfois, on en a tiré un lourd tribut et parfois, eh bien, celui qui a perdu s'en sort mieux que celui qui a gagné. Donc, à réfléchir, prenez bien soin de vous, faites attention à vous, soyez le plus autonome possible, je ne peux vous dire que ça, et en attendant, profitons de nos bons moments au niveau boursier et au niveau financier. À bientôt, je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques et à dans 15 jours.